effectivement, c'est une introduction sur les maladies rares. Vous aurez donc demain matin à 9h30 Anne-Sophie Lapointe qui vous présentera vraiment avantages et inconvénients de peut-être faire partie du groupe des maladies rares. Moi, je vais effectivement vous faire une présentation beaucoup plus terre à terre par rapport à celle du professeur Hirsch, où il va y avoir cette fois-ci beaucoup de chiffres. Vous allez peut-être être surpris par certains chiffres qui ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve dans la littérature depuis quelques années, mais qui sont les chiffres officiels d'organismes comme l'Agence de la biomédecine ou d'autres institutions publiques. Donc tout d'abord, un concept simple. Pour répondre à la question, la trisomie 21 est-elle une maladie rare? Quelle est la définition d'une maladie rare? Donc une maladie rare, en France et en Europe, on considère que c'est une maladie qui touche au maximum une personne sur 2000. Il faut avoir bien conscience, c'est que les maladies rares sont collectivement nombreuses. Aujourd'hui, on recense jusqu'à 7000 maladies différentes. En général, ce sont des maladies à début pédiatrique et pour la grande majorité, à peu près 80% des maladies qui sont d'origine génétique. Malheureusement, ces maladies rares n'ont en général pas de traitement et on appelle donc ça une maladie orpheline. Pas de traitement curatif. Bien sûr, il y a des soins, il y a une prise en charge tout à fait possible. Individuellement rares mais collectivement nombreuses, on estime que c'est à peu près une personne sur 20 qui sont touchés par une maladie rare. Donc ça veut dire que quand on est en classe, dans une classe de CP classique, il y a au moins un enfant qui présente une maladie rare ou qui présentera au cours de son développement un problème de santé avec de grandes chances pour que ce soit d'origine génétique. Alors en France, qu'est-ce que ça veut dire? Rapporté à la population française, donc aujourd'hui on a un peu plus de 60 millions en France, ça veut dire qu'une maladie rare au maximum, ça regroupe 30 000 personnes. 30 000 personnes multipliées par 7 000 maladies rares maladies rares différentes, ça fait à peu près 3 millions de personnes en France qui sont touchées par une même tente. Et c'est donc cette population qui ont toute une maladie différente, en général on l'a dit, sans traitement possible, qui va être la cible de la prise en charge de toute l'organisation du système de soins autour des maladies rares. Donc voilà, ici vous avez une petite illustration de la Fondation Maladies Rares en 2015. En haut vous avez les chiffres que je viens de vous présenter et vous voyez en dessous tout un système de soins avec des centres de référence, des centres de compétences, des associations qui sont organisées en réseau pour pouvoir répondre au mieux et localement aux attentes et aux besoins des patients. Donc maintenant, on va se concentrer sur la thématique qui intéresse. Donc aujourd'hui, c'est la problématique de la trisomie 21. Pour répondre à la question, on va devoir reprendre l'historique et les particularités de la fréquence de cette maladie. Vous avez compris qu'il faut franchir le seuil de 1 sur 2000 pour pouvoir faire partie du groupe des maladies rares. Donc déjà, ce seuil, à quel niveau est-ce qu'on va le définir? Est-ce qu'on le définit pendant la grossesse? Est-ce qu'on le définit à la naissance? Ou en population générale, tout au cours de la vie des individus? Alors, on va reprendre l'histoire naturelle avant la médicalisation vraiment de la trisomie 21. Donc en France, c'était jusque dans les années 60. Comment est-ce que ça se passait? Eh bien, vous aviez une courbe à peu près comme ceci, c'est-à-dire une fréquence autour de 1 sur 700 pendant la grossesse. Il n'y avait pas de dépistage prénatal. Donc cette fréquence était quasiment égale à la naissance, autour de 1 sur 700. Et puis, il y avait un décès très rapidement dans l'enfance, avec une espérance de vie qui était seulement de 10 ans, 9,5 ans même, dans les années 60, avec des causes de décès pédiatriques avant 5 ans très fortement liées à la présence de la cardiopathie, et puis après le risque infectieux, les malformations digestives, faisaient que plus de la moitié des personnes qui naissaient malheureusement avec une trisomie 21 ne dépassaient pas l'âge de 10 ans. Voilà, c'est ce que je vous ai... En parallèle de ces problèmes médicaux, il y avait aussi la prise en charge sociale, puisque c'était souvent des patients qui étaient finalement séparés de leur famille, qui vivaient en foyer. Bien sûr, l'accès aux soins était encore plus compliqué. Donc depuis 1960, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ici la courbe de la survie, de l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 aux États-Unis. Vous voyez qu'à partir de la fin des années 60, début des années 70, l'espérance de vie a augmenté de manière exponentielle, atteignant aujourd'hui entre 50 et 60 ans. On considère dans les pays occidentaux qu'une personne sur 10 porteuse d'une trisomie 21 vivra au-delà de l'âge de 70 ans. Donc cette espérance de vie, finalement, avec la prise en charge médicale adéquate, tend à se rapprocher de l'espérance de vie de la population générale.
Alors, quels sont les facteurs médicaux sur lesquels on a pu influencer cette espérance de vie? Donc là, vous voyez qu'on est en plein dans la période de croissance exponentielle de la survie de ces personnes atteintes porteuses de trisomie 21 entre 1985 et 2003. Ça, c'est une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni. Donc vous voyez que sur les 20 premières années de vie, les années les plus difficiles, ce sont les premières années de vie jusqu'à 5 ans. Il y a 15% de décès avant 5 ans et essentiellement lié aux malformations cardiaques. Vous le voyez que les progrès médicaux ont permis, en l'espace de même pas 30 ans, d'augmenter l'espérance de vie, la faisant passer en 1985 de 20% de décès avant l'âge de 5 ans et en 97 plus que 7%. Donc les causes prises une à une, vous voyez que en rouge vous avez la courbe qui correspond aux personnes qui sont nées avec une cardiopathie congénitale. Il y a encore dans cette période médicalisée 20% de décès avant l'âge de 5 ans. S'il y a une malformation digestive, c'est 30% de décès. Et l'association des deux malformations, 50%, alors que si on a la chance de naître sans aucune de ces malformations, il y a 5% seulement de décès et une survie qui est bien plus favorable. Évolution, donc concernant la cardiopathie, on est passé de 40% de décès en 85 à seulement 12% en 97 grâce à la chirurgie cardiaque. Et en cas d'absence de malformation, donc il y a quand même un risque d'hypothyroïdie, un risque d'infection, les soins médicaux se sont tout de même améliorés puisqu'on est passé de 8% de décès avant 5 ans en 85 à 2% en 97. Donc ce qui a permis aujourd'hui d'atteindre quasiment l'espérance de vie de la population générale, c'est vraiment le développement de la chirurgie cardiaque et des soins pédiatriques. Donc maintenant, nous sommes confrontés finalement, pourquoi est-ce qu'on est entre 50 et 60 ans? On a des nouveaux problèmes qui sont plus les problèmes médicaux de santé à la naissance, mais qui sont des problèmes liés au vieillissement. Alors les personnes porteuses d'une trisomie 21, vous le savez, à l'âge adulte, présentent à partir de 40 ans, finalement, les problèmes de santé classiques des personnes âgées de la population générale qui se manifestent plutôt après l'âge de 70 ans, c'est-à-dire pneumopathie, infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, et quelques cas de cancer, même s'il est à noter que les cancers du sein et les cancers solides comme le côlon sont tout de même moins fréquents chez les personnes porteuses d'une trisomie 21 que dans la population générale. Donc ça, c'était le premier facteur qui influence l'état de santé et puis l'espérance de vie des personnes porteuses de trisomie 21. Un autre facteur qui est tout de même important, je l'ai évoqué dans le cas de 1960, c'était le facteur social. On voit que même dans les pays développés, ici c'est la courbe aux États-Unis, entre 68 et 97, vous voyez qu'en fonction des ethnies, les Afro-américains qui porteurs d'une trisomie 21 ont une survie bien moindre que celle des Américains blancs à cause des inégalités sociales. Donc même au sein de nos pays occidentaux, il faut être vigilant. Selon la famille dans laquelle l'enfant porteur de la trisomie 21 va naître, il n'y aura pas la même espérance de vie à la naissance. Voilà, donc premier facteur, la prise en charge médicale, qui a donc tendance bien sûr à augmenter la fréquence dans la population générale de la trisomie 21. Donc on peut être à peu près sur la courbe que vous voyez ici en bleu, avec beaucoup moins de décès pédiatriques. Aujourd'hui, une espérance de vie autour de 50-60 ans. Grâce au progrès de la médecine moderne et on espère, grâce au progrès de la prise en charge de ces naissances, pouvoir atteindre 70-80 ans comme la population générale. Un deuxième facteur, vous le savez, la trisomie 21, c'est lié, le risque de trisomie 21 pendant la grossesse est lié à l'âge maternel, avec un risque beaucoup plus élevé après 30 ans quand on se rapproche de la quarantaine. Vous savez également, les sociétés modernes, dans les sociétés modernes, avec les études et puis l'âge à la maternité a tendance à reculer. Avant 1960, on était entre 22 et 25 ans. Et sur cette courbe-là, vous voyez 24,2 ans en France en 1967
Et maintenant, en France, c'est 28 ans et demi la moyenne pour le premier enfant. Donc le deuxième enfant, bien sûr, c'est quelques années plus tard. En Île-de-France, on est même au-delà, on est autour de 31 ans. Vous voyez quand la France ne se place pas en tête de la maternité la plus âgée dans les pays d'Europe. Il y a déjà des pays qui ont la première maternité après l'âge de 30 ans. Donc bien sûr, tout cela va avoir tendance également à augmenter la fréquence de la trisomie 21 pendant la grossesse. Donc finalement, on est peut-être plutôt sur une courbe comme ça, avec une espérance de vie augmentée et une fréquence pendant la grossesse qui va être plus proche de 1 sur 400. Et le dernier facteur, qui est le facteur du dépistage prénatal, qui va lui aussi agir sur la fréquence de la trisomie 21, avec 3 étapes importantes historiquement. Les prérequis pour permettre ce dépistage, c'est-à-dire en 1959, l'identification troisième chromosome 21, puis le développement de l'échographie obstétricale en 1974 et la possibilité d'interrompre pour cause médicale une grossesse en 1975. Une autre étape est franchie en 1977 avec la proposition d'un cariotype pour une population spécifique, c'est-à-dire les mères âgées entre guillemets, au-delà de 40 ans, puis ramenées à 38 ans en 1980. Et ensuite, une troisième étape qui est vraiment le dépistage en population générale à partir de 1997 avec différentes techniques. D'abord les marqueurs sériques du deuxième trimestre, puis la mesure de la clarté nucale et depuis 2009, le dépistage combiné. Et l'avenir, vous le connaissez, maintenant on réalise déjà le dépistage prénatal non invasif, donc je reviendrai dessus tout à l'heure, et puis un topo également, je pense, qui va l'évoquer. Donc ce dépistage qui devient de plus en plus fiable et qui se rapproche finalement quasiment d'un diagnostic. Donc finalement, on est verte avec une fréquence augmentée pendant la grossesse, une espérance de vie allongée, mais des interruptions de grossesse qui vont faire fortement diminuer la fréquence à la naissance. Donc pour répondre à la question de la trisomie 21 est-elle une maladie rare? Quels sont finalement les chiffres actuellement en France? Et comment est-ce qu'on peut mixer ces différentes tendances entre les 3 facteurs que je viens de vous exposer? Donc on a un exemple qui a été publié récemment, qui est l'exemple de l'Australie, où vous voyez que la fréquence pendant la grossesse, avec l'augmentation de l'âge maternel, a eu tendance à augmenter, passant en 1980 de 1 sur 1000 à quasiment 1 sur 400 après les années 2000. Pour ce qui est de l'interruption médicale de grossesse, le taux d'interruption a augmenté de manière assez parallèle, permettant d'avoir une fréquence à la naissance finalement assez stable, diminuant tout de même de 1 sur 1000, mais ne franchissant pas le seuil de 1 sur 2000. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France ? C'est la question à laquelle je dois vous répondre. Donc les chiffres de l'Agence de la biomédecine et de l'INSEE entre 2015 et 2017 rapportent à peu près, alors je vous ai arrondi, 950 000 grossesses, 800 000 naissances pour une population de quasiment 67 millions d'habitants. Donc au niveau de la grossesse, le diagnostic prénatal, il y a environ un tout petit peu moins, 1950, 1980 trisomie 21 qui sont diagnostiqués par an pendant la grossesse. Ça nous donne une fréquence de 1 sur 400 à 1 sur 500 environ. À la naissance, par an, il y a un peu moins aussi, 450, 480 naissances d'enfants porteurs d'une trisomie 21, donc dépistés ou non pendant la grossesse, ce qui nous donne une fréquence de 1 sur 1600. Et au niveau de l'évaluation, ça c'est un chiffre plus difficile à trouver, on trouve parfois 40, 50 000 personnes. Le chiffre le plus élevé que j'ai trouvé, c'était entre 60 et 70 000 personnes atteintes de trisomie 21 en France. Donc on est autour de 1 sur 1000, 1 sur 1200 dans la population générale. Donc vous voyez aujourd'hui, finalement, les chiffres ne sont pas encore descendus au seuil de 1 sur 2000 et à la naissance, et que évidemment avec les années, la fréquence qu'on observe à la naissance va correspondre à la fréquence de la population générale. Donc le seuil n'est pas encore franchi aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur et les années qui viennent? Donc évidemment, l'âge maternel va continuer d'augmenter. En Île-de-France, on est à 31 ans. Certainement, dans quelques années, ce sera la même chose pour la France entière. Donc on sera vraiment, franchement, autour de 1 sur 400 pendant la grossesse. À la naissance, on parlera sûrement d'un DPNI peut-être collectif, en population générale, je ne sais pas, mais en tout cas ce test sera avec une grande fiabilité très proche d'un diagnostic et donc
a très certainement une fréquence à la naissance qui sera moindre et se rapprochera peut-être de 1 sur 2000 au lieu de 1 sur 1600 aujourd'hui. Et avec les années, ce 1 sur 2000 s'étendra dans la population générale. Donc, d'après les prévisions, ça peut être à l'horizon 2025 au plus tôt, 2030, 2035 au plus tard, que la trisomie 21 passera le seuil maladie rare, 1 sur 2000. On peut se poser aussi la question, bon, ça c'est notre bilan en France, vous avez vu que ça ressemble à peu près à ce qu'ils ont en Australie aussi, et ça se passe pareil dans tous les pays occidentaux. Alors, on a les chiffres pour le Royaume-Uni, on a les chiffres pour les États-Unis, ça semble assez similaire. Il y a une nouvelle que vous avez peut-être vue, qui a pu vous choquer ces derniers temps. C'est comme quoi l'Islande n'aurait quasiment plus aucune naissance d'enfants trisomiques 21. Donc en fait, cela s'explique simplement. Ils n'ont pas une politique de santé différente. C'est juste qu'ils ont une population toute petite avec seulement 338 000 habitants. Donc ils n'ont que 4 000 naissances par an. Pour comparaison, à Poissy, on a 4500 naissances par an, donc plus que l'Islande. Donc évidemment, il n'y a que 1 ou 2 naissances d'enfants trisomiques 21 par an, avec la même politique de santé. Mais ça veut quand même dire qu'il y a un pays qui va s'habituer à ne plus jamais vous croiser dans la rue de personnes porteuses de cette pathologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que